je me représente très rapidement. Donc, je suis neuropédiatre à l'hôpital Bicêtre et médecin référent du centre de référence des leucodystrophies de l'enfant. Il y a 2 centres constitutifs pour l'enfant, l'un Robert Debré et l'autre à Bicêtre. Et à Bicêtre, on s'occupe particulièrement des leucodystrophies avec marqueurs biochimiques comme l'adrénoleucodystrophie, la leucodystrophie métachromatique, la maladie de Crabbe, etc. Et donc, on m'a demandé, merci aux organisateurs de m'avoir invité, de parler donc de l'adrénoleucodystrophie, de faire on va dire une petite revue et mise au point, parce que je crois qu'il y a vraiment des choses qui changent dans cette maladie, mais pas encore assez. Comment on fait pour... c'est bon, tout simplement. Alors, donc, des choses que vous connaissez sans doute. Donc, d'abord, c'est une maladie, donc c'est une leucodystrophie fréquente. C'est la plus fréquente des leucodystrophies. C'est une leucodystrophie liée à l'X, donc avec ces grandes familles à explorer. C'est une maladie qui, finalement, en termes de symptômes, touche le garçon, l'enfant, touche l'homme adulte et touche la femme conductrice. Et en fonction de si on est un homme ou une femme, on va avoir dans les signes cliniques une atteinte du système nerveux central, donc le cerveau. L'atteinte du cerveau ne concerne que les hommes et les enfants, bien sûr, en tout cas que les sujets de sexe masculin. La moelle épinière, le nerf périphérique, les surrénales, également uniquement chez les patients de sexe masculin, et les testicules. Donc, c'est une maladie avec plusieurs atteintes, c'est une maladie avec un marqueur qui reste aujourd'hui encore, même si on va voir qu'il y a des nouveaux biomarqueurs peut-être un petit peu plus sensibles. Mais en tout cas, les acides gras très longue chaîne, c'est le marqueur de la maladie, c'est le produit qui s'accumule dans la maladie, c'est facile à mesurer, c'est positif chez 100%, alors bien sûr 100% n'existe pas, mais des sujets masculins atteints. Par contre, ils peuvent être normaux ou subnormaux chez les femmes conductrices, donc ce n'est pas suffisant pour éliminer un statut de conductrice. Donc, les formes de la maladie, donc on rentre dans le vif du sujet. Donc, évidemment, étant neuropédiatre, je mets en premier, ce n'est pas parce qu'elle survient à l'âge pédiatrique, justement la LD cérébrale survient à tous les âges, mais la LD cérébrale infantile, c'est cette leucodystrophie inflammatoire absolument terrible, dont on verra un petit peu les détails cliniques, mais qui survient dans un tiers des cas, chez un tiers des enfants. 35 à 40% des enfants qui naissent avec une mutation, des garçons qui naissent avec une mutation BCD1 vont faire une ALD cérébrale. Et on en parlera un petit peu plus tard. Donc ensuite, il y a finalement donc une deuxième maladie qui est une maladie de la moelle épinière et du nerf périphérique, c'est l'adrénomyéloneuropathie. Et probablement que ces deux maladies ne sont pas les mêmes en termes de physiopathologie et de mécanismes. Donc l'adrénomyéloneuropathie, donc ça touche les hommes et également un bon 2 tiers, 3 quarts des femmes conductrices. C'est une maladie qui n'est pas létale en elle-même, mais qui peut entraîner une atteinte motrice très sévère, avec tout son cortège de symptômes d'atteinte médulaire et du nerf périphérique, une paraparésie spastique, neuropathie périphérique, des troubles de l'équilibre, des douleurs, des spasticités, des troubles vésicaux, etc. Maladie plutôt lentement évolutive, là où la forme cérébrale est très rapidement évolutive. Les femmes donc hétérozygotes peuvent, quand elles ont elles peuvent avoir une atteinte qui est soit marquée, soit modérée, elles peuvent être asymptomatiques, c'est à peu près un tiers, pour revenir globalement. Et chose importante, on parle beaucoup de l'ALD cérébrale de l'enfant, mais il y a aussi 35 à 50% des adultes hommes qui développent une ALD cérébrale. Donc ça, c'est plus compliqué dans le suivi de ces patients, parce que autant les enfants, c'est facile de dire aux parents, il faut faire une IRM, etc. Autant les adultes hommes, c'est compliqué, mais c'est vraiment indispensable de continuer ce suivi. Il y a évidemment des formes limitées à une insuffisance surrénale, mais qui vont évoluer vers une AMN, très certainement, une ALD cérébrale. J'ai oublié de dire que la pénétrance de l'AMN chez l'homme, elle est de 100% au-delà de 50 ans. Donc la cause, une mutation du gène ABCD1 qui est un transporteur de la famille ATP binding cassette qui est impliqué dans l'import peroxysomal des acides gras très longue chaîne, et donc il y a un défaut de dégradation de ces acides gras très longue chaîne qui s'accumulent dans les cellules, et ça entraîne les conséquences avec une neuroinflammation qui va donner naissance à éventuellement une leucodystrophie.
et puis une dégénérescence axonale et un stress oxydatif, une implication du métabolisme énergétique. Et effectivement, on peut séparer, là, en termes de physiopathologie, vraiment ces deux... c'est un peu plus embêtant avec le pointeur. Ces deux... Ah, voilà. Ces deux formes de la maladie, en fait, on a vraiment l'impression qu'il y a deux maladies. Il y en a une qui a pénétrance complète, l'AMN, tous les patients, hommes en tout cas. Et puis, il y a cette ALD cérébrale qui survient et on ne sait pas très bien finalement pourquoi elle survient. Ce qu'on sait, c'est que initialement, donc, on a évidemment une accumulation d'acide gras à très longue chaîne qui entraîne un environnement pro-inflammatoire avec un déclenchement d'une démyélisation, d'une leucodystrophie. Et probablement que chez les patients, il y a également au niveau de la microglie et peut-être même au niveau des, enfin ça a été montré au niveau des macrophages périphériques, finalement une tendance à rester pour ces macrophages en phase pro-inflammatoire et donc un défaut de macrophages de se transformer de la phase pro-inflammatoire à la phase régénérative, ce qui fait que ça entretient cette inflammation et qu'il y a vraiment quelque chose qui est flambant. À l'opposé, dans l'AMN, on est dans quelque chose d'un peu plus froid, entre guillemets. C'est plus des anomalies de myéline-axone, de l'interaction myéline-axone avec une dégénérescence axonale et dedans une implication importante du stress oxydatif et de dysfonctionnement mitochondrial qui entraîne les symptômes cliniques. Donc on voit, on a plein de cibles en fait, finalement, y compris d'ailleurs finalement en termes thérapeutiques. Les macrophages, on verra l'importance de la greffe de moelle osseuse pour traiter cette maladie, le stress oxydatif, le défaut énergétique, le métabolisme des lipides, etc. etc. Donc on connaît pas une fois que j'ai dit tout ça, en fait, on ne connaît pas grand-chose de la physiopathologie de la maladie. Non mais c'est vrai, hein, on sait des choses, mais exactement comment ça se passe, quand ça se déclenche, etc., on ne sait pas très bien. Le marqueur, donc, diagnostic biochimique, donc je l'ai dit, les acides gras très longue chaîne. Alors, il faut mesurer, bien sûr, et ça, vous le savez tous, qu'il faut mesurer à la fois, bien sûr, le C24-C26, mais c'est surtout C26 et le rapport C26 sur C22, c'est ce rapport-là qui est le plus sensible. Alors maintenant, effectivement, on a tendance aussi, il y a beaucoup de laboratoires, finalement, font également le C26-0 l'ISO-PC, qui serait supérieur en fait en termes de sensibilité pour les femmes conductrices. Vous voyez ici donc le C26, mais on va prendre le ratio C26 sur C22. Vous voyez là c'est des patients ALD hommes, là c'est des femmes conductrices, là c'est des défauts généralisés des peroxysomes, on s'en moque. Mais vous voyez que chez ces femmes conductrices, il y a un petit overlap entre les contrôles et les femmes conductrices qui, quand on dose le C26 l'ISO-PC, semble, voilà, plus, il semble que le delta entre les conductrices et les contrôles soit plus fiable. Et il n'y a pas, en tout cas dans ce papier, mais de femmes hétérozygotes qui avaient un C26 l'ISO-PC normal. Donc ça, c'est quelque chose qui, peut-être maintenant, il y a de plus en plus de labos qui le font, donc c'est un bon examen et c'est aussi pour moi ce qui est utilisé pour le dépistage néonatal dans certains pays. La mutation ABCD1, donc il y a plein de mutations décrites, il y a une base de données. Et puis quand c'est un peu compliqué, soit parce qu'on a trouvé une mutation sur un génome, mais on n'a pas de cas index, les acides gras c'est un peu douteux, etc. On peut être amené à faire des études fonctionnelles sur les fibroblastes, mais c'est assez rare maintenant. Alors vous aurez compris que dans cette maladie, donc ces deux formes, la forme AMN pénétrance complète et la LD cérébrale, on ne sait pas quand ça arrive. Il n'y a aucun marqueur, aucune corrélation génétique-phénotype, aucun marqueur biologique, aucun marqueur génétique, aujourd'hui en tout cas, qui nous permet de dire ce garçon-là, dans cette famille-là, il va faire une AMN ou une ALD cérébrale. Et vous voyez cet exemple d'arbre qui est probablement un petit peu inventé pour mettre toutes les possibilités, mais c'est la vraie vie, c'est-à-dire qu'avec la même mutation, y compris quand on est frères jumeaux, on peut faire une ALD cérébrale à 7 ans, une ALD cérébrale à l'âge adulte, une AMN très précoce, une insuffisance surrénale et puis une AMN très tardive. On ne sait pas. Donc il faut absolument rechercher donc la mutation familiale, faire une enquête génétique très élargie. Il y a 4% de mutations de novo, alors ça varie un peu, dans d'autres papiers c'est un petit peu plus, mais en tout cas c'est pas le plus fréquent. Et donc il va falloir absolument, quand on a un cas index dans une famille, s'acharner, qu'on soit
neurologues, neuropédiatres ou généticiens ou autres, en tout cas s'acharner à faire une enquête le plus large possible pour détecter les femmes conductrices susceptibles déjà d'avoir des petits garçons, malades peut-être, ou en tout cas susceptibles en âge d'avoir des enfants garçons potentiellement malades, et puis les hommes asymptomatiques, parce que ces hommes asymptomatiques, ils peuvent déjà avoir une ALD cérébrale par exemple, ou une insuffisance surrénale. Et une insuffisance surrénale, un enfant peut mourir d'une insuffisance surrénale, donc c'est aussi une urgence de le dépister. C'est vraiment quelque chose, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on est un peu dans une urgence. Alors il faut le temps du conseil génétique, etc., mais on est quand même dans un certain degré d'urgence. Parce que finalement, cette ALD cérébrale de l'enfant, qu'est-ce que c'est? Donc, je pense que vous avez probablement les uns et les autres vu peut-être déjà en consultation ou en hospitalisation des adrénoleucodystrophies ou des AMN. La ALD cérébrale de l'enfant, c'est vraiment cette maladie qui a un début insidieux. Donc la première chose, c'est qu'on peut avoir aucun symptôme et avoir déjà une ALD cérébrale. Et c'est ce qui se passe en fait. Parce que finalement, au moment des premiers symptômes, déjà les lésions sont déjà un petit peu avancées. Et déjà, ces premiers symptômes, ils sont très très frustes. Et vous verrez après, le pic, c'est souvent vers 6-8 ans pour la ALD cérébrale de l'enfant. C'est l'entrée en CP. Et un des premiers symptômes, c'est des troubles attentionnels. Donc nous, en neuropédiatre, des troubles attentionnels, on en est bourré et blindé en consultation de parents qui nous amènent leurs enfants pour des troubles déficitaires de l'attention, etc. On en voit plein. Il faut là-dedans identifier celui qui est pas habituel, et c'est pas facile en fait, parce que finalement on dit voilà, c'est le CP, il est pas mature, les parents sont divorcés, il y a un choc psychologique, ils vont chez le psychologue ces enfants-là, alors qu'ils ont déjà une ALD cérébrale. Et puis il y a un retard qui est en moyenne évalué quasiment à 1 an avant que là arrive cette phase de régression rapide. Et là c'est en quelques semaines à mois que ça se passe. Donc en quelques semaines à mois apparaissent les symptômes neurologiques, qui soient sensoriels avec une atteinte auditive visuelle, qui soient cognitifs, qui soient moteurs, et une dégradation, mais qui se fait à une vitesse phénoménale en fait. Et là c'est trop tard, hein, on ne peut plus rien faire. Et puis ça évolue vers un état gravataire avec un enfant de tétraparésie spastique, cécité, dépendance totale, et puis un décès précoce, mais finalement des patients qui peuvent vivre au-delà de la première décade, 10, 15, voire nous on a des patients qui ont même 20 ans, qui ont des formes cérébrales infantiles, mais ils sont dans un état gravataire en fait. Et donc je reviens sur la possibilité de traitement. Vous voyez, on va parler du traitement après, mais le traitement c'est là. Alors ça tombe mal parce qu'en fait en général ils ne sont pas diagnostiqués là. Donc nous, tous les cas index qu'on voit très souvent, sauf s'ils sont arrivés par une insuffisance surrénale, donc quelqu'un insuffisant surrénale, les endocrinologues maintenant ils ont tout bien compris depuis bien longtemps maintenant, hein, ça fait partie du bilan de l'insuffisance surrénale de l'enfant, c'est la première cause d'insuffisance surrénale chez le jeune garçon. Donc ça on arrive à les dépister comme ça, mais sinon un cas index on va le dépister quand il sera ici, et là il n'y a pas de traitement, en tout cas la greffe ne marche pas. Donc ça, il y a du travail pour essayer d'avertir, d'alerter les personnes qui voient ces enfants avec des troubles déficitaires de l'attention. Ce n'est pas forcément les neuropédiatres, ce n'est pas les généticiens, ce n'est pas les neurologues, ça peut être le pédiatre, ça peut être le psychologue, le pédopsychiatre, etc. Alors l'autre chose, c'est une fois qu'on a un suivi, par exemple, pour ces enfants, il faut que le radiologue, en fait, qui lit les IRM, ou le médecin neurologue, neuropédiatre, qui reçoit les IRM faits par les parents, soit bien averti que la lésion, au début, elle est toute petite. On fait des surveillances IRM régulières, on le verra, mais il faut savoir la détecter. Et ce tout petit point, et encore, ça c'est gros, hein, des fois c'est beaucoup plus petit. C'est l'intérêt de faire ces suivis pour voir des toutes petites lésions qui, elles, sont accessibles à un traitement. Et d'expérience, j'ai beaucoup d'IRM. On demande, nous, à voir toutes les IRM, donc elles nous sont envoyées, où finalement, le radiologue dit IRM normal, mais il y a un tout petit truc. Alors évidemment, c'est minime, mais c'est là qu'il faut traiter. Donc, à quel âge apparaissent les symptômes? Donc, ça, c'est juste pour vous résumer avant qu'on parle du traitement. À la naissance, donc pas de symptômes.
L'insuffisance surrénale, elle peut commencer dans la première année, donc dès le début, il faut surveiller l'insuffisance surrénale. La LD cérébrale, lesquelles les plus précoces qu'on a vues, c'est 2 ans, 2 ans et demi. Donc ça aussi, ça change. Avant, on pensait qu'avant 6-8 ans, on était tranquille, c'est pas la peine. Maintenant, en fait, non. On a de plus en plus jeunes des patients, parce qu'on les dépiste. À l'âge adulte, donc la pénétrance donc, de l'AMN, je vous ai dit qu'elle était complète au-delà de 50 ans. Et l'ALD cérébrale, donc vous voyez, en fait, il y a dans l'enfance avec des petits pics vers 5 ans, vers 10-12 ans. Et puis après, il y a une fréquence finalement de plus en plus importante aussi maintenant qu'on suit les patients d'ALD cérébrale chez l'adulte. Et donc, il y a, plus pour le rappeler, les femmes n'ont pas d'insuffisance surrénale, elles n'ont pas d'atteinte cérébrale, c'est exceptionnel. Alors, les traitements, donc, vous aurez compris que pour un certain nombre de patients, le traitement sera uniquement symptomatique. La LD cérébrale avancée qu'on voit en cas index avec des lésions très diffuses à qui on ne peut pas faire de traitement curatif ou en tout cas pour stabiliser la maladie, bien sûr, ça va être un traitement symptomatique d'un handicap et d'une dégradation. L'ALD cérébrale, que ce soit enfant, adolescent, adulte, donc on va parler de la greffe de cellules souches hématopoïétiques, la greffe de moelle osseuse, thérapie génique ex vivo et l'ériglitazone qui est une nouvelle molécule qui est en cours d'évaluation. Et pour l'AMN, traitement symptomatique et on va voir aussi les résultats de l'essai de l'ériglitazone chez l'adulte dans l'AMN. Donc le rationnel de la greffe, une allogreffe conventionnelle, le rationnel c'est qu'en fait les cellules du donneur vont aller, les cellules myélomonocytaires, les macrophages, vont aller migrer dans le cerveau après la greffe et vont repeupler le cerveau. En tout cas, il va y avoir un turnover de la microglie et des macrophages cérébraux qui vont remplacer progressivement la microglie et le macrophage déficitaire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la microglie et le macrophage, c'est une cellule très importante dans cette maladie. Et donc finalement, on fait une sorte de thérapie cellulaire qui permet, si elle est faite suffisamment tôt, vraiment d'arrêter la maladie. Il y a donc, en plus de corriger le déficit, il y a l'effet sur la neuroinflammation et puis il y a un reset de l'immunité. Vous avez vu que les macrophages périphériques peut-être ne sont pas complètement normaux aussi, donc on change tout ça. Donc il y a probablement un cumul d'effets qui fait que ce traitement est vraiment aujourd'hui le gold standard entre guillemets de traitement. Son défaut, c'est que il met un petit peu de temps à être efficace, 9 à 12 mois, et qu'il faut d'abord une myéloablation de toute façon pour vider la moelle pour que les nouvelles cellules évidemment arrivent, une immunosuppression en post-greffe pour éviter la GVH, et donc c'est source de complications. Parallèlement à cette allogreffe conventionnelle, il y a maintenant la possibilité de faire de la thérapie génique ex vivo, c'est-à-dire qu'on prend les cellules du patient déficitaires, on les corrige avec un vecteur lentiviral au laboratoire et puis on réadministre les cellules corrigées après une myéloablation. Par contre, il n'y a pas d'immunosuppression après puisque c'est les propres cellules de l'enfant, donc c'est moins compliqué en termes d'effets indésirables. Il n'y a pas besoin de chercher un donneur, peut-être un effet plus rapide et peut-être une reconstitution plus rapide. Donc c'est deux options qui finalement partent du même principe, mais il y en a une qui semble un peu plus favorable en termes de bénéfices-risques, et on va juste parler très rapidement des deux. Donc la greffe de cellules souches, je vous l'ai dit, si elle est faite au bon moment, d'où l'intérêt de surveiller les patients, on a un score de démyélinisation qu'on calcule qui va jusqu'à 34 ou 35. S'il est inférieur ou égal à 9, c'est très standardisé à l'international, ces indications de greffe, et Patrick Aubourg qui a travaillé des années sur la LD, coulonné le gène, fait les premières greffes et la thérapie génique, etc. Et puis les collègues américains, il y a vraiment un consensus sur ces indications de greffe. Et il faut qu'il n'y ait pas peu de symptômes, donc des lésions limitées, quasiment pas de symptômes. Et il y a ce délai d'action retardé, mais dans tous les cas, on voit que clairement, en termes déjà de survie, ça c'est les patients greffés et les patients non greffés, on est jusqu'à 20 ans en post-greffe. Vous voyez qu'il y a clairement une différence, et c'est vrai aussi bien sûr pour les signes majeurs neurologiques. Il y a aussi des scores neurologiques. Il est clair, quand on décide de faire une greffe à un enfant aujourd'hui, c'est pour arrêter la maladie, c'est pour qu'il n'y ait pas de handicap. Alors on a des échecs, hein, évidemment, malheureusement, mais l'objectif c'est celui-là, c'est pas de ralentir comme dans d'autres, par exemple dans la leucodystrophie métachromatique, la maladie de Crabbe. Si on fait une greffe allogénique, on sait qu'on ne va pas guérir
on va peut-être modifier, on va probablement améliorer certains symptômes, alors que là, vraiment, le but, c'est d'arrêter. Le problème, c'est le diagnostic pas assez précoce et le délai d'action de ce traitement. La thérapie génique, donc je vous ai expliqué le mécanisme. Donc en gros, c'est les mêmes indications, exactement les mêmes indications que l'allogreffe. Il y a eu donc 2 essais. Il y a eu d'abord l'essai clinique de Patrick Aubourg et Nathalie Cartier il y a maintenant une vingtaine d'années. Et puis il y a eu par la suite, par le laboratoire Bluebird, 2 essais cliniques qui ont montré un profil de sécurité favorable. Les mêmes résultats globalement que l'allogreffe. C'est pas mieux, c'est juste plus simple. Et jusqu'à il y a peu de temps, en fait, on disait que finalement, il y avait peu d'effets indésirables. Il y a eu quelques cas de syndrome myélodysplasique par intégration du vecteur dans des sites oncogènes. Donc, on savait que ça devait arriver. L'antivirus, c'est un virus qui s'intègre dans l'ADN par définition. Donc, statistiquement, plus on traite de patients, plus il peut y avoir ce risque. Ça n'a pas diminué le profil de bénéfice sécurité du médicament. Ce médicament, malheureusement, donc élu la MM européenne en 2021, été 2021, et un mois après, Bluebird a dit nous on s'en va parce que c'est comme ça, on va aller se faire des sous en Europe et aux États-Unis. Donc ils se sont désengagés du marché européen. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous traiter un patient par thérapie génique. La seule chose qu'on peut faire, c'est trouver 3 millions d'euros pour aller le traiter aux États-Unis, puisque le traitement a récemment été approuvé aux États-Unis, il commence à être commercialisé. Et donc aujourd'hui, en France, on a la greffe, mais on n'a pas la thérapie génique. Alors, quand il y a un donneur 10 dixième ou un donneur intrafamilial, finalement, les complications sont moins importantes. Mais quand on a un donneur 9 dixième, voire pas de donneur, on est vraiment dans une difficulté, alors que ce traitement, il a comme été finalement créé, entre guillemets, inventé en France par Patrick Aubourg et Nathalie Cartier. C'est comme ça. Alors, l'ériglitazone, donc c'est le médicament MIN102 développé par le laboratoire Minorix. Donc, c'est un dérivé de la pioglitazone, qui est un très vieil antidiabétique oral, qui est plus donné, qui est donné... qui a une bonne pénétration intracérébrale et qui aurait pour effet, donc en fait, tout ce qui, alors on ne voit rien, je suis désolée, tout ce qui finalement pourrait servir dans cette maladie, c'est-à-dire que ça va diminuer la neuroinflammation, ça va augmenter le métabolisme énergétique, diminuer le stress oxydatif. Donc potentiellement, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, un médicament qui pourrait avoir... en tout cas un effet. Je ne dis pas que ça peut tout arrêter, mais ça pourrait avoir un effet. Il y a eu donc dans un premier temps, donc il y a eu un essai dans le Friedreich dont je ne vais pas parler, mais ensuite donc un essai dans l'AMN, donc la forme adulte de la maladie. Et les résultats qui ont été publiés il y a une semaine ou 15 jours, très récemment, de cet essai clinique où les patients en France étaient traités à la pitié par Fanny Moschel, ont montré des résultats positifs pour le côté AMN, donc en termes d'équilibre, motricité, même si le critère principal, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, n'a pas été, je crois, obtenu, mais en tout cas des effets significatifs sur certains critères moteurs. Et de manière quand même très importante, et ça a été une vraie surprise, ce n'était pas du tout ce que cherchait à faire l'essai, c'est un essai contre placebo. Aucun patient n'a développé d'ALD cérébral, c'est des adultes, aucun patient n'a développé d'ALD cérébral dans le groupe traité, et 6 patients sur 30, je crois, ont développé une ALD cérébrale dans le groupe non traité. Alors bien sûr, ce n'était pas le critère recherché, bien sûr c'était 30 versus 70 patients, mais quand même c'est très très interpellant. Et de ce fait, il va d'ailleurs y avoir un essai à venir en tout cas qui va être développé pour l'ALD cérébrale de l'adulte. Parce que chez l'enfant, donc, il y a un essai clinique en cours qui inclut des enfants qui sont quand même au début de leurs symptômes, avec ce fameux score de démyélisation inférieur à 10, avec ou sans prise de contraste. Et l'idée, c'est de vérifier la prévention, l'atténuation de l'inflammation. Donc, pour l'instant, on est en cours d'essai, c'est en cours d'essai. Sur des résultats préliminaires, il y a une tendance à une diminution de la croissance des lésions. Il y a donc des inclusions qui sont encore possibles. Nous, on a inclus pas mal d'enfants avec des résultats divers et variés pour le moment, mais on
est tout au début, donc c'est pas possible de conclure quoi que ce soit. Ce médicament, il est aussi accessible chez l'adulte et l'enfant en traitement compassionnel. Bicep pour les enfants, la pitié pour les adultes. Et c'est important parce que c'est pour le donner à des enfants, par exemple, qui ne peuvent pas recevoir de traitement, ou des adultes qui ne peuvent pas être inclus dans l'essai clinique, qui ne peuvent pas recevoir de greffe. Et parce qu'on a une impression quand même si une fois de plus, ça nécessite d'être confirmé et ce sera peut-être pas suffisant, mais que ça fait quelque chose, clairement. Alors, le suivi des patients, donc, vous l'avez compris, donc les IRM cérébrales, à partir de l'âge de 2 ans, tous les 6 mois jusqu'à 12-14 ans, et puis tous les ans. Ça, c'est des recommandations internationales. L'âge limite où on ne fait plus d'IRM, finalement, c'est l'âge où on ne peut plus proposer de traitement. Mais vous voyez que s'il arrive des traitements comme le réglitazone ou d'autres, finalement, on continuera à faire des IRM. L'âge limite de 60 ans, c'est parce qu'au-delà de 60 ans, c'est compliqué de faire une greffe aujourd'hui. Donc, il faut garder en tête que ces médicaments qui arrivent vont probablement modifier le cours de cette maladie. Ensuite, dès on suit les enfants et les patients, dès qu'on voit une petite lésion, il y a une orientation qui doit se faire assez rapidement finalement vers les centres de référence leucodystrophie adultes et enfants, parce qu'il y a des greffes, il y a une RCP pour les adultes, RCP greffe pour les adultes, RCP greffe pour les enfants, pour discuter des indications de greffe. Donc ça doit se faire assez rapidement pour pas perdre de temps, parce que s'il y a une ALD cérébrale, il peut y avoir une urgence à faire une greffe. Et puis en plus, il y a ces protocoles avec la réglitazone. Bilan surrénalien, quand est-ce qu'on le fait? Dès la naissance, après on fait à 3 mois, puis après on fait tous les 3 à 6 mois. Ça peut arriver à tous les âges, l'insuffisance surrénale, ça peut tuer un enfant ou même un adulte. Il y a vraiment des... Et nous, a posteriori, beaucoup d'enfants qu'on voit pour des ALD cérébrales ont des histoires d'insuffisance surrénale. Donc les AMN les adultes AMN sont surveillés également régulièrement avec des explorations cliniques, paracliniques, IRM et électrophysiologiques. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Pour faire le take-home et après on va poser des questions. Et il y a les cas cliniques? Non. D'accord. Donc le take-home, c'est pas grave. Le take-home, c'est qu'une maladie rare qui est fréquente en fait et sûrement sous-estimée. C'est une maladie qui est liée à l'X, donc il y a ces grandes familles. Il faut vraiment aller au bout de l'enquête et c'est compliqué parce qu'il y a une légale. Enfin voilà, on peut pas forcer les gens à se faire dépister, mais c'est quand même très compliqué. Il faut motiver les familles et en particulier les hommes à faire des IRM tous les ans et ça non plus c'est pas facile. Mais dans tous les cas, c'est une leucodystrophie qui est dévastatrice et qui est traitable si elle est prise à temps. Donc ça doit nous motiver pour le faire. Et c'est très différent dans les familles où il y a une ALD cérébrale de celles où il n'y en a pas eu d'ailleurs. Il y a une évolution imprévisible, donc il y a des besoins de suivi IRM, de recherche de biomarqueurs prédictifs, ce qu'on fait à l'ICM avec également Fanny Moschel, Violetta Zujevic sur les macrophages ou sur le suivi IRM avec Fanny, avec les nouveaux logiciels BrainCant, etc. Et puis, donc, il y a des nouveaux traitements et ça va modifier la prise en charge. Et j'avais une dia que je n'aurai pas le temps de dire, mais il y a un dépistage néonatal qui est clairement nécessaire, même s'il peut questionner. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. J'aurais une première question sur ce que tu disais sur les symptômes de troubles d'attention qui sont très précoces et où on a quand même une fenêtre de traitement qui est très précise. Comment tu décides de faire une IRM à un enfant avec des troubles d'attention? Alors, voilà. Juste, j'avais un petit cas clinique, c'est pas grave. C'est pour ressortir mes cas cliniques du truc. Non, mais très globalement, alors je vais dire très honnêtement, moi je fais très très facilement les acides gras très longue chaîne aux garçons qui ont des troubles attentionnels, en particulier quand l'interrogatoire révèle qu'ils sont récents. Et je dirais que le truc c'est au milieu de nulle part. Le trouble attentionnel qui arrive au milieu de nulle part, un enfant qui va parfaitement bien, puis qui à 6 ans se met à avoir des troubles attentionnels ou des petites difficultés de graphisme ou des petites choses, c'est clairement, nous, en pédiatrie, un drapeau rouge total. C'est pas que pour l'ALD, ça peut être la même chose pour la métacro, d'autres leucodystrophies ou d'autres maladies neurodégénératives. Mais le côté... ça allait très bien, et puis là, alors c'est pour ça que je vous dis que souvent, on dit c'est parce que les parents ont divorcé, le chien est mort, la grand-mère est malade, et donc il y a toujours une raison dans la vie, il y a toujours une raison à quelque chose, mais en fait non, et puis après ça part dans un circuit qui malheureusement est compliqué après d'en revenir.
Mais voilà, donc moi je fais très facilement et c'est l'interrogatoire. Alors après, quand on dit quand on interroge les pédopsychiatres, ils nous disent ah ben non c'est fastoche. Nous on sait très bien différencier ceux qui sont les TDAH classiques des autres. Je dis oui, mais la vérité c'est que c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Là, je vois une main levée. Ah. Bonjour. Delphine Prunier du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire à Angers. Vous parlez que dans certains pays, si j'ai bien compris, il y a du dépistage néonatal qui est mis en place et du coup le traitement est mis systématiquement et avec une nette amélioration. Alors, c'est là où le dépistage ne sert pas encore aujourd'hui à traiter, parce que vous aurez compris que ce qu'on cherche à détecter, c'est aujourd'hui, après on parlera de demain, on peut dire 2 mots sur demain, mais aujourd'hui on a un traitement qui est la greffe quand il y a une LD cérébrale. Donc en fait on va suivre les enfants, on ne va pas les traiter tout de suite, parce qu'il y en a 40% des garçons qui naissent à la naissance ne vont jamais faire d'ALD cérébrale. Donc on ne peut pas leur faire une greffe à tous. Donc on ne fait pas de greffe, en fait, on les suit et ça permet juste de les attraper, en fait. Et d'éviter de l'attraper, cet enfant qui arrive parce qu'il a un déficit visuel après 2 ans d'histoire et qui a une forme qui n'est pas traitable. Donc l'objectif, c'est vraiment de dépister et de faire dépistage familial. Il n'y a pas aujourd'hui de traitement préventif de la LD cérébrale, on ne traite que quand il y a une lésion. Tout simplement parce que la greffe, ce n'est pas très light. Mais si on a des médicaments maintenant qui se développent comme l'alériglitazone ou d'autres, il va y en avoir d'autres, le truc peut être différent. C'est-à-dire qu'effectivement, là, pour le coup, on peut se dire, ben voilà, on va traiter les enfants, puisque ce l'alériglitazone ou autre, à la fois semble avoir un effet sur la forme cérébrale, mais aussi sur l'AMN, ben allons-y, et qu'il n'est pas dangereux, ça peut se discuter. On n'en est pas encore là. Mais c'est un vrai questionnement, oui, de ce diagnostic prénatal, néonatal, je veux dire, c'est un questionnement, oui, parce qu'on n'a aucun marqueur qui nous prédit si l'enfant va faire une ALD cérébrale à 4 ans ou jamais d'ALD, en fait. Oui, le dosage des acides gras à longue chaîne n'est pas proportionnel. Non, il y a vraiment rien. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites pour rechercher des biomarqueurs prédictifs, mais pour le moment, c'est pas du tout... et c'est ça qui est compliqué, c'est de se dire que depuis la naissance, on va annoncer un diagnostic d'ALD pour quelque chose qui, finalement, peut-être, il n'y aura pas de symptômes avant l'âge de 50 ans, mais on va aussi, de ce fait, après, tester les familles plus grands qui n'ont pas encore le dépistage néonatal. C'est pas pour demain en France, je pense. Avec tous ces obstacles, je pense qu'en France, on est moins quand même... Pour qu'on puisse poser encore quelques questions. Ouais. Vas-y. 2 questions, parce qu'on voudrait boire un café avant, et puis après, bonjour. je veux dire. Je m'appelle Andrea Zarou, je suis neurologue au CHU de Nice. J'ai une question concernant la physiopathologie. Alors, à l'université, il y a quelques années, on apprenait qu'il y a la sclérose en plaques, qui est une maladie inflammatoire, et il y a la LD, qui est une maladie plutôt dégénérative, dysmyélinisante. Et ma question est concernant l'inflammation. Vous pensez que c'est un primum movens de la maladie ou est-ce qu'elle est la conséquence de la dégénérescence, de l'exposition des antigènes qui peuvent déclencher une réponse inflammatoire? Non, je pense que cette maladie est probablement une maladie où la microglie, la cellule microgliale elle-même est malade. Donc évidemment, après peut se rajouter de l'immunité autre, périphérique, etc. Mais c'est vraiment un défaut, le défaut de cette protéine ALD dans le microglie et les conséquences dont j'ai un petit peu parlé sur cette microglie qui ne fonctionne pas bien font que c'est probablement la cellule qui est cible qui est malade. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un facteur extrinsèque qui, à un moment donné, fait que certains enfants vont développer, parce qu'ils ont tous la même microglie, et pourtant il y en a qui font des LD cérébrales et d'autres non. Quel est le facteur qui déclenche ça? Il y a beaucoup qui a été fait, on ne sait pas en fait. Aujourd'hui, on ne sait pas encore. Donc c'est pas la même chose que la sclérose en plaques, parce que la sclérose en plaques, il n'y a pas de blocage en phase M1 par rapport à M2, c'est juste des poussées. Il y a des régénérations. Enfin, je ne connais pas très bien la sclérose en plaques, on ne va pas rentrer là-dedans, je ne connais même rien d'ailleurs,
Mais ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que le mécanisme soit vraiment le même. Mais il y a un dysfonctionnement des macrophages et peut-être, effectivement, du système immun, enfin de l'immunité. On ne sait pas très bien tout ça encore. Enfin, ce qu'on sait pour l'instant, on n'a pas de cause. On n'a pas trouvé de facteurs évoquant ça, en tout cas. Mais on en trouvera. Merci beaucoup. On va l'applaudir encore.